Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Audrey, que vous avez pu découvrir dans l'épisode précédent sur la médiumnité et le paranormal. Eh bien, c'est parti. Alors Audrey, je te retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie, en espérant que mon ordinateur ne fasse pas des siennes ni le tien avec les ondes. Dans le précédent épisode, on en était à parler des défunts et de la communication que tu as avec les défunts. Est-ce que ça t'arrive souvent en consultation avec des personnes, d'avoir recours justement à la communication avec les défunts, peut-être pour apporter des réponses ou pour transmettre des messages? Eh bien, en fait, en séance, c'est assez surprenant, mais la plupart du temps, ce sont plutôt les personnes qui ont besoin d'entrer en contact avec des défunts qui me demandent directement en séance d'entrer en contact avec eux. Après, il faut savoir qu'en séance, effectivement, je peux avoir pas mal d'intuitions qui vont être d'origine, on va dire, générale, mais il m'arrive aussi d'avoir parfois des défunts qui me donnent des conseils ou alors des lignes à suivre pour essayer d'accompagner au mieux la personne que j'ai en séance. Donc, c'est assez surprenant. Et si, par exemple, je sens que c'est nécessaire de notifier qu'il y a effectivement un défunt qui est pas loin pendant la séance, eh bien oui, effectivement, dans ces cas-là, j'en parle, j'ouvre le sujet, mais après, on n'est pas obligé de forcément discuter. Mais quand même, la plus grande partie du temps, ce sont des personnes qui viennent vraiment avec ce but-là de contacter les défunts. Mais du coup, est-ce que c'est facile pour toi de te connecter à n'importe quel défunt ou est-ce que parfois tu n'arrives pas à entrer en communication avec eux? Généralement, ça se fait assez bien, mais en fait, il y a certaines âmes, selon leur niveau, on va dire, de désincarnation, on va dire, et surtout de libération dans l'univers, qui sont plus ou moins difficiles à contacter. Il y en a certains qui ont beaucoup besoin, alors c'est très étonnant parce que ça fait très humain, mais il y en a qui ont besoin d'un peu de temps ou qui ont besoin vraiment d'un respect ou de pouvoir être approchés d'une certaine manière pour pouvoir bien communiquer avec. Il y a des personnes qui sont par exemple très très dans la communication verbale et du coup comme moi par exemple je suis plus kinesthésique, bah forcément les communications auditives sont un tout petit peu plus longues à mettre en place, mais généralement moi j'arrive toujours à me connecter vraiment à n'importe quel défunt. Généralement ils sont même déjà présents avant même que je commence la séance. Je peux même déjà avoir des infos avant les séances parce que certains défunts viennent dans les parages, donc je sais qu'il va y avoir une discussion sur ce sujet par exemple. Donc ça se fait, on va dire, naturellement. Enfin, comment dire, moi, les défunts ont toujours fait partie de ma vie, donc ils sont toujours présents autour de moi. Donc, on va dire que c'est facile d'entrer en contact. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand même de le vivre parce que de mon côté, du coup, je reçois énormément d'informations et donc il faut pouvoir gérer le flot d'informations qui arrive. Donc, plutôt, ce qui est difficile, c'est plutôt de gérer l'information et de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop présente pour moi pour pas que je sois absorbée et que je sois fatiguée aussi de recevoir un contact si puissant. Mais généralement, ça se fait assez facilement. D'accord, mais j'ai une question. Quand quelqu'un meurt, et qu'il, passe de l'autre côté, qu'il rejoint l'univers comme tu l'avais expliqué sous forme d'énergie ou de paillettes, hem, est-ce qu'il y a des défunts qui restent coincés, dans un entre-deux et qui n'arrivent pas à se désagréger et qui sont un peu coincés quelque part? Oui, tout à fait. Et c'est fou que tu m'en parles parce que du coup, j'étais mercredi soir en masterclass justement sur l'âme et on m'a beaucoup posé cette question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire, l'énergie, c'est comme une énergie qu'on peut trouver absolument partout, que ce soit dans des appareils électroniques ou alors tout autour de nous, hein. On est vraiment de l'énergie. C'est la base vraiment du fondement de notre univers. Donc, en fait, l'énergie se trouve partout. Mais ce qui se passe au moment de la mort, c'est que du coup, l'énergie qui est sous forme de paillettes très agrégée, très compactée dans le corps humain va commencer à se libérer dans l'univers. Et à partir du moment où en fait elle est libérée dans l'univers, ce qui se passe, c'est que plus les personnes humaines autour d'elle pensent à cette personne-là qui est défunte, et plus en fait cette énergie-là va avoir des difficultés à pouvoir se rendre à l'univers, comme je dis, c'est-à-dire que les paillettes elles vont s'éparpiller dans l'univers. Ça, c'est le but ultime.
ultime. C'est ce que la plupart des gens appellent, alors ça dépend des gens, mais la plupart disent que par exemple les âmes reviennent à la source, les âmes vont dans le paradis, etc., etc. Peu importe la manière dont on va employer, enfin n'importe quel mot qu'on va employer, va tout simplement diriger la même chose, c'est-à-dire que l'énergie va se disperser dans l'univers. Et pour que cette énergie puisse se disperser dans l'univers, il faut qu'en fait les êtres humains sur Terre ne fassent pas un effet dit aimant, c'est-à-dire qu'ils ont Mmh. très envie, voilà, d'attirer cette énergie-là à eux, qu'elle soit très proche d'eux, que par exemple ces personnes-là viennent régulièrement leur rendre visite, etc., etc. Et donc là, forcément, en fait, l'être humain a une très grosse intention énergétique. Il va attirer toutes ces petites paillettes auprès de lui, et donc forcément, du coup, l'énergie ne va pas pouvoir se disperser aussi vite que prévu. Donc en fait, quand on parle d'être coincé, c'est pas forcément d'être coincé, c'est que cette énergie ne peut pas être libre de pouvoir se balader là où elle a envie d'aller. Donc elle est un petit peu emprisonnée comme une sorte de petite prison, on va dire, mais ensuite elle peut se libérer petit à petit à partir du moment où les proches de cette personne défunte ont fait leur deuil. Parce que le deuil, ça permet véritablement de permettre à l'énergie d'être totalement libre de se disperser. Et pour autant, alors je ne sais pas si ça allait être une de tes prochaines questions, mais la plupart du temps on me dit oui, mais moi si je ne pense plus à cette personne ou si je veux qu'elle soit libérée, je pourrai plus jamais entrer en contact avec. En fait c'est tout l'inverse. C'est à partir du moment où les paillettes sont totalement libres de pouvoir faire le chemin qu'elles ont envie de faire dans l'univers, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment entrer en communication extrêmement facile avec, parce qu'on va justement demander qu'à des petits bouts de paillettes en fait d'entrer en contact avec nous. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, quand ils ont besoin d'être en contact avec un défunt, en fait, ils vont avoir besoin que toute la personne soit représentée en tant que personne humaine, avec une tête, deux bras, deux jambes, deux pieds. Et donc forcément, faire venir toute cette énergie-là pour rentrer en contact avec un défunt, c'est forcément difficile de pouvoir réunir tout ça. Alors qu'en fait, si on comprend tout simplement, et c'est ce que je suis en tant que médium, et la plupart des médiums font ça aussi, c'est qu'en fait, ils vont entrer en contact uniquement avec la zone de paillettes qui nous intéresse. Si par exemple, on a besoin de ressentir l'odeur, par exemple, de sa grand-mère, eh bien, on va juste se concentrer sur l'odeur de sa grand-mère, et là, les paillettes vont pouvoir arriver très rapidement, et donc du coup le contact avec l'âme est très facile et il est assez évident. Donc c'est pour ça qu'il est très important en fait de faire un travail de deuil, et cette idée d'être coincé, c'est à la fois vrai mais à la fois faux, parce que du coup il y a un peu des deux, c'est-à-dire que c'est à la fois ils sont à la fois libérés, mais à la fois ils peuvent être retenus par, on va dire, des énergies et des aimants humains qui empêchent en fait la dispersion de ces petites parties d'âme dans l'univers. Ça c'est ma version des choses. Mmh. C'est hyper intéressant, mais tu vois, je pense, aussi, qu'il y a différents types de morts. Parce que tu avais parlé, du fait que, on vient sur terre avec une mission d'âme et que quand cette mission est remplie, bon, le job est fait et on peut partir de l'autre côté. Sauf que, tu vois, je me pose la question, heu, dans quelle mesure est-ce que parfois les événements de la vie font qu'il y a des morts qui n'étaient pas prévues, par la mission d'âme? Je pense notamment, à un avortement, à une fausse couche, à un suicide, un meurtre, un accident de voiture tout bête. Mhm. Dans quelle mesure, ça s'articule? Dans quelle mesure, hem, les morts, le type de mort va influencer comment le défunt va partir de l'autre côté? D'accord. Alors moi, c'est assez simple pour moi parce que je considère que, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la fausse couche, des IVG, des accidents, des morts naturelles, toutes ces morts-là, pour moi, sont des morts qui sont destinées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contrat d'âme et pour moi, le contrat d'âme a été rempli. Et ça, c'est quand même très, très difficile à pouvoir accueillir comme information. Donc je pense que pas mal de tes auditeurs, au début, vont être un petit peu surpris de ma parole, mais je crois vraiment à cette chose-là. Je pense vraiment que la plupart des accidents, voire d'après moi, c'est tous les accidents, mais je dis la plupart parce que je pense qu'il y a toujours une marge d'erreur. Mais pour moi, une grande partie des accidents, des IVG ou des avortements, ou alors des fausses couches, pour moi, étaient destinées, elles étaient faites exprès pour arriver. Donc c'était prévu dans les chemins de vie. Moi, je les capte de manière très significative en séance de voyance, par exemple. Et pour moi, ce sont vraiment des choses qui ont été destinées par l'âme. Donc l'âme est au courant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une fausse couche, le bébé est au courant en fait qu'il vient ici que pour quelques mois dans le ventre d'une maman et qu'il vient pour repartir. Et généralement,
Ça, j'en parle beaucoup plus en détail, par exemple, dans ma masterclass. Quand on parle, par exemple, de fausses couches, généralement, ce sont des âmes qui n'ont pas fini leur contrat d'âme. Et donc là, ça va être la deuxième mort que je peux capter pour faire des différences entre les morts dites destinées et les morts de libre arbitre. Eh bien, c'est tout simplement les suicides. Les suicides, c'est moi la seule différence de mort par rapport aux autres. C'est-à-dire que le suicide, c'est dû à un libre arbitre. Mais l'univers avait quand même prévu une grande chance et une grande probabilité que cela se produise, c'est-à-dire que cette personne est quand même dans une énergie où potentiellement elle peut se suicider, donc il y a cette énergie-là, mais c'est son libre arbitre qui va choisir de mettre fin à sa vie ou non. Et le souci, c'est que forcément, lorsqu'on décide de se suicider, eh bien forcément, on ne peut pas finir notre contrat d'âme. C'est-à-dire que si on a décidé, par exemple, avec l'univers, qu'on devait rester sur Terre, par exemple, 45 ans pour finir notre travail, eh bien si on décide, par exemple, de se suicider, par exemple, à 44 ans, par exemple, il va y avoir 1 an à rattraper au niveau des énergies sur une nouvelle incarnation. Et donc forcément, généralement, ça va tomber, par exemple, sur effectivement des fausses couches, donc c'est des âmes qui ont besoin de finir leur travail, ou encore, par exemple, ça peut être un petit peu plus long avec des âmes, par exemple des enfants qui vont décéder très jeunes. Donc c'est des sujets très compliqués, mais j'aime vraiment beaucoup en parler parce que je suis très concernée par tous les sujets que sont les fausses couches, mais aussi par exemple les accidents mortels. Moi j'ai un de mes oncles qui est mort très très jeune par un accident terrible. Et moi, je considère que, même si c'est très difficile à l'entendre, tout comme les maladies, parce que moi je suis extrêmement malade, je considère que mon âme a certainement choisi ce destin-là, tout comme une partie des âmes ont choisi qu'il y a un accident à vivre. Cela est utile pour l'âme de la personne défunte, mais c'est aussi utile pour tous les proches de cette personne-là, qui ont du coup, avant de s'incarner, décidé d'être en contact et d'être par exemple proche d'une personne qui va se suicider ou qui va avoir un accident, parce qu'elle aussi ont un travail de mission d'âme à vivre par rapport à ça. Donc vraiment, tout est lié, tout est imbriqué. C'est pour ça que c'est très important de se dire qu'en fait, vraiment, tous les êtres humains sur Terre sont liés d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très, très compliqué à mettre en place. Mais quand on a compris, en fait, que le monde réagit en multidimension, la chose devient beaucoup plus évidente. C'est passionnant. À chaque fois que tu vas expliquer quelque chose, je vais répéter: «C'est passionnant», c'est hyper intéressant. J'adore. Mais du coup, par exemple, admettons que, je sois destinée pour mourir à 90 ans, et que je meure effectivement à 90 ans. Mes paillettes d'énergie, Ouais. elles vont se réincarner dans un autre être vivant après? Ou est-ce que je peux me réincarner dans une autre, dimension, spatio-temporelle, genre me réincarner en 1950? Et est-ce que je peux avoir en moi plusieurs autres âmes qui se sont mises en moi pour me réincarner dans une nouvelle personne? Je sais pas si c'est très clair. Oui, je comprends tout à fait ta question et pour moi, elle est très, très claire. En fait, justement, c'est cette idée de paillettes. Il faut considérer qu'en fait, moi, d'après moi, et c'est mon avis, et je pense qu'elle va différer d'une grande partie de la spiritualité actuelle, qui pour moi est une spiritualité vraiment commerciale et assez bobo, c'est-à-dire qu'on considère que toute une âme va se réincarner toujours la même âme va se réincarner de corps en corps, comme ça, par rapport, peu importe l'espace-temps. Donc ça peut être n'importe où sur la planète Terre, mais il y en a qui vont plus loin et qui vont considérer qu'on peut aussi se réincarner dans d'autres univers qui se trouvent dans notre univers ou sur d'autres planètes, etc., etc. Donc ça, c'est dans l'espace, mais on peut aussi se réincarner dans le temps. Et effectivement, on peut effectivement se réincarner, d'après moi, dans des vies qui peuvent être n'importe où dans le temps. Donc ça, oui, je considère effectivement ça. Je pense que les grands inventeurs ou que les grands, par exemple, ingénieurs, ce sont tout simplement une partie d'âme qui vient du futur et qui vient tout simplement inspirer le présent. Et inversement, il y a aussi le passé qui vient construire le futur, etc., etc. Donc oui, moi je considère qu'il n'y a pas vraiment d'espace-temps, que du coup les âmes elles peuvent s'incarner de cette manière-là. Et je considère aussi que ce n'est pas une âme à 100%, c'est par exemple ton âme à toi, par exemple, elle va pas se réincarner à 100% dans un autre corps. Moi je considère qu'il va y avoir un mélange d'âmes, donc un mélange de paillettes, on va dire. Moi j'adore utiliser les paillettes parce que je trouve que c'est assez significatif, mais en fait, en gros, tes paillettes, elles vont s'éparpiller dans l'univers, et en fonction de ce que l'univers a besoin comme incarnation, par exemple, on va dire, allez, par exemple, en 2053, eh bien, on aura besoin d'une âme qui va s'incarner dans un corps pour être un grand bâtisseur. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que
cette énergie-là de grand bâtisseur va commencer à se créer et va y avoir un effet d'aimant qui va rapprocher toutes les paillettes qui sont concernées par cette énergie-là. Et donc, du coup, elles vont se rapprocher pour créer donc une âme qui va venir se réincarner. Ce qui explique que, par exemple, il peut y avoir pas mal de personnes qui se disent, par exemple, des vies antérieures de Louis XIV, par exemple. Et il y en a 4 qui vont dire, oui, moi, je suis descendante de Louis XIV. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être qu'une partie de Louis XIV qui s'est incarnée chez l'un, comme par exemple le fait de pouvoir avoir beaucoup d'argent. Et puis chez un autre, il va y avoir plutôt le côté de Louis XIV qui va être le charme, par exemple, et puis la prestance, etc., etc. Donc je pense qu'en fait, on est vraiment ces énergies-là, on s'éparpille et puis en fait, on va selon ce qu'on a besoin de vivre dans cette vie. Donc ça dépend vraiment. Par exemple, toi, tu peux te réincarner avec cette énergie-là à 90% dans un autre corps, tout comme tu peux te réincarner à 1% dans un autre ou à 20% dans un autre. Pour moi, c'est ma vision des choses. Je sais qu'elle n'est pas très partagée actuellement de cette manière-là sur les réseaux, mais on est quand même pas mal à pouvoir en parler, comme par exemple Agathe de communication quantique. Et franchement, c'est assez génial de pouvoir voir les choses de cette manière-là. Et j'espère que petit à petit, les choses vont pouvoir évoluer dans ce sens si c'est effectivement une croyance qui peut être en accord avec ce qui est dit au niveau des énergies et de la spiritualité. Et est-ce qu'on peut se réincarner en un animal ou une plante? Alors ça va dépendre des croyances. Donc il y a pas mal de gens qui vont avoir des avis différents dessus. Alors moi je dis totalement oui, mais par contre ce que j'explique c'est que il va pas y avoir le même, on va dire la même quantité de paillettes et donc d'énergie qui va rentrer dans un corps. C'est-à-dire que tu vas pas utiliser la même énergie pour faire fonctionner un ordinateur que pour faire fonctionner un téléphone. Bien, c'est exactement pareil pour les âmes humaines. Donc même dans les âmes humaines, on n'est pas forcément tous à avoir la même quantité d'énergie. Et donc c'est pareil pour les animaux, il va y avoir une quantité d'énergie qui va être différente, tout comme on a une énergie différente entre par exemple un ventilateur et un four micro-ondes. C'est exactement la même chose pour moi. C'est fou, ces analogies, c'est complètement fou. Mais parce que toi, tu peux communiquer avec les animaux. Oui, effectivement, moi je peux communiquer avec les animaux, mais en fait je peux communiquer aussi avec les plantes, avec les minéraux, avec absolument tout. Je peux même communiquer avec des meubles parce qu'en fait, quand je touche un objet, bah, je ressens ce qu'il a vécu, donc je peux savoir qui l'a possédé, qui l'a eu entre ses mains, qu'est-ce qu'il a vécu, est-ce qu'il a voyagé, est-ce qu'il n'a pas voyagé, est-ce qu'il a été réparé ou non. Donc ça, je peux le savoir même avec des meubles, etc. Alors après, c'est compliqué de se dire qu'il y a une âme dedans. Je sais pas s'il y a une âme dedans, mais pour moi, il y a de l'énergie et à partir du moment où ça existe, je considère que je peux rentrer en contact. Et généralement, c'est assez juste parce que j'ai fait pas mal d'expériences, parce que je me posais des questions sur moi-même à une époque. Et donc, du coup, j'ai demandé à des gens de me prêter des objets ou de me les présenter. Généralement, c'était via photo parce que je ne pouvais pas sortir et rencontrer du monde. Et via photo, effectivement, je peux savoir ce qu'a vécu un objet aussi. Donc, moi, je considère que c'est possible vraiment partout, mais il faut être ouvert à tout ça. En fait, c'est le but, c'est d'y Mmh. croire. Ouais, et du coup, je rebondis sur la réincarnation. Tu m'as dit que tu pouvais sentir les vies antérieures ou postérieures d'une personne. Donc tu peux voir un petit peu, tout ça. Est-ce que du coup, nos vies antérieures continuent de vivre en nous? Et est-ce que ça peut impacter notre présent? Oui. Alors en fait, moi, ce que je considère, alors en fait, dans la méthode que j'ai créée qui s'appelle le neurocodage, je considère que dans le cerveau humain, mais aussi animal, il y a 4 niveaux de conscience. En fait, il y a donc l'hyperconscient qui est le contrôle, il y a le conscient qui nous permet de réaliser des choses par rapport à notre libre arbitre, et ensuite il y a ce qu'on appelle du coup l'inconscient. C'est ce qu'on va vivre par exemple quand on ne réfléchit pas, c'est-à-dire que notre être va réagir immédiatement en fonction de ce qu'on a besoin. Et juste en dessous, il y a une partie dont on parle assez peu et que j'appelle l'hyper inconscient. Et ici, on va dire que ça va être la connexion avec tout l'univers et avec toutes les connaissances et donc bien évidemment avec nos vies antérieures. Et en fait, en fonction de ces étages-là de conscience-là et surtout d'ouverture de conscience, eh bien, on peut accéder à ces vies antérieures qui vont du coup se refléter de manière différente. Alors, il y a pas mal de gens qui vont pouvoir avoir ces informations-là, par exemple, dans des rêves, parce que dans les rêves, eh ben, le conscient et l'hyper inconscient, le conscient et l'hyperconscient, bah, du coup, n'existent pas quand on dort. Il n'y a plus que l'hyper inconscient et l'inconscient qui fonctionnent. Et donc, forcément, on peut avoir toutes les informations qui peuvent remonter pendant les rêves. Mais il faut savoir que aussi les enfants, par exemple, qui n'ont pas un conscient qui est très développé, vont eux aussi avoir énormément de rapports avec leur vie antérieure et leur vie passée. Donc, généralement, ce que les enfants connaissent ou décrivent lorsqu'ils ont environ entre 0 et 6 ans, par exemple,
sont souvent des restes d'idées de ce qu'ils ont vécu dans des vies passées ou dans des vies futures. Et donc ça, c'est vachement intéressant de se dire ça parce que plus on est ouvert, plus on est connecté, et puis plus on peut entrer en contact avec ces petites parties de nous qui en fait du coup nous prédestinent à quelque chose, mais pour autant nous laissent libres de notre libre arbitre. C'est-à-dire que si on possède du coup par exemple le don de musique par exemple, on n'est pas forcément obligé de pouvoir continuer de le développer dans cette vie-ci. On peut se dire bon bah ça fait partie d'une vie passée, j'ai un don qui est présent en moi et donc une prédisposition. Généralement, les prédispositions, en fait, ça vient de vie antérieure ou de vie postérieure, en fait. Hein. Les personnes qui sont douées, ce sont des personnes qui ont déjà appris et que leur âme sait déjà. Pour autant, on n'est pas obligé de le développer dans cette vie-ci, on peut le développer dans une vie future. Donc vraiment, c'est à nous de choisir, en fait, si on veut se connecter à ses vies antérieures ou non. Et donc, du coup, il y a des prédispositions qui vont être plutôt des dons ou des capacités, mais il va y avoir aussi des prédispositions à de gros problèmes ou alors de répétition de schémas, de maladies, d'accidents, etc., etc. Et donc, du coup, c'est à nous de voir si on a envie de pouvoir s'en occuper dans cette vie-ci ou non. Et si c'est quelque chose qui est en plus une mission d'âme, alors là, c'est sûr qu'on va être un peu obligé de s'en occuper, mais c'est pas forcément toujours des missions d'âme que d'en fait avoir un petit bout de réincarnation en nous qui est toujours présent en nous. C'est vraiment à nous de voir si ça fait vraiment partie d'un chemin d'âme important ou si tout simplement un cadeau qui nous est offert. Parce que tu vois, je pense dans mon cas personnel, j'en parle un petit peu, enfin je pense que les personnes qui m'écoutent le savent parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, Oui. mais j'ai vécu 10 ans d'anorexie. Je me suis toujours dit, et mon père m'a toujours dit ça, il m'a toujours dit que si j'avais ça à régler dans la vie, c'est que j'avais les épaules pour le dépasser. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que dans ma famille, il y a beaucoup de femmes plus âgées que moi, des tantes, etc., qui sont concernées par les troubles alimentaires. Et du coup, dans ce genre de pathologie-là, où il y a une espèce de répétition, tu vois, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la répétition intergénérationnelle, jusqu'à ce que quelqu'un résolve le problème, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est ça ma mission d'âme, tu vois? C'est un peu bizarre, mais Alors tu vois, c'est je sais vachement pas. intéressant. Il y a effectivement une mission d'âme qui effectivement peut se réaliser de vie en vie dans une même famille. Et ça, c'est vraiment récurrent. Il y a pas mal de problèmes différents. Donc je pourrais développer après si tu veux, mais par exemple l'endométriose, par exemple les problèmes d'otite, les problèmes de tout le temps, par exemple, ou alors tout le temps divorcer, de jamais trouver l'amour ou d'être avec des personnes manipulatrices, etc., etc., qui se font de génération en génération. Donc c'est qu'en fait, c'est exactement la même chose que les vies antérieures, mais ça fonctionne aussi donc de vie intergénérationnelle parce qu'en fait, lors du moment de la grossesse, on va donner pas mal d'énergie aussi à l'enfant qui est dans notre ventre. Et l'enfant, il va effectivement prendre ou non ce qu'il a, les énergies qui lui plaisent ou alors les énergies vers lesquelles ils sont attirés. Donc effectivement, si on a quelque chose à vivre dans notre vie, c'est généralement oui qu'on a les épaules pour. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent décider de ne pas vouloir résoudre le problème. Et donc, soit forcément, bah, du coup, elles ne résolvent pas le problème, elles devront le résoudre dans une prochaine vie. Mais le fait de le résoudre dans une prochaine vie, eh bien en fait cette énergie-là va se passer donc de génération en génération, elle va aller chez les enfants, etc., etc. Et en fait plus elle est passée de génération en génération, et généralement plus elle est grave et importante parce qu'elle n'a pas été prise en compte avant. Et donc en fait c'est encore une histoire d'espace-temps. Hein. C'est comme en fait on ne peut pas toujours régler un problème dans une seule vie. Et ben il peut y avoir des gros problèmes comme celui-ci qui du coup vont se passer de génération en génération pour pousser des êtres du coup à pouvoir développer et résoudre ce problème-là. Et donc toi, dans ta situation, certainement que toi, tu es la personne qui a certainement vécu la manière la plus difficile de vivre l'anorexie parce que tu es la dernière de la lignée. Ça, c'est encore une histoire de karma. Donc c'est le karma familial que tu portes en toi et que tu as décidé de porter en toi. Tout comme moi, par exemple, j'ai décidé de porter le karma familial à la fois des viols, mais aussi à la fois des maladies. Et en fait, moi, il y a une grande partie des femmes de ma famille et même certains hommes qui sont très malades et qui n'ont jamais réussi à trouver pourquoi. Et donc, moi, ma mission d'âme, en fait, c'était justement de pouvoir démêler cette histoire-là parce qu'il y a tellement de personnes qui sont touchées dans ma famille et qui ne trouvent pas de solution. Et bien que du coup, c'est moi qui ai porté le fardeau sur mes épaules. Et donc, il y a ça sur les viols, mais il y a aussi sur la maladie génétique et les maladies génétiques. Et ben, je les porte aussi sur mes épaules.
Et je suis là justement pour pouvoir aider à libérer cette énergie-là. Par exemple, pour les viols, il faut savoir que en fait, il y avait donc des viols de femme en femme des générations de ma famille qui n'étaient pas dévoilés. Et c'est le jour où moi j'ai dévoilé le mien que tous les autres se sont dévoilés. Et forcément, du coup, ça a libéré une énergie sur les vies des autres personnes de ma famille. Et forcément, comme je n'ai plus ce poids à porter là, si un jour j'ai des enfants, ce qui n'est pas sûr parce que du coup j'ai des maladies qui se transmettent, donc ça sera une grande réflexion pour moi de faire si je veux transmettre aussi ça à mes futurs enfants et si je le peux aussi, hein, parce qu'il y a une histoire de possibilités, eh bien en tout cas ils en sont normalement libérés parce que moi j'aurais résolu le problème juste avant. Et toi c'est la même chose, c'est-à-dire que si toi tu résous le problème, tu le résous pour toi, tu permets de le résoudre aussi pour toutes les futurs enfants que tu pourras avoir et petits-enfants, etc., etc. Par contre, ta génération au-dessus va peut-être être portée par ton énergie s'ils ont envie de le résoudre, mais s'ils n'ont pas envie de le résoudre, ils vont devoir le résoudre dans une vie future. Ah ouais, c'est fou C'est parce puissant. que du coup, enfin, tu peux du coup l'exporter à plein de choses. Tu peux te dire, bah, les gens qui ont des cancers du sein, des gens qui ont des maladies incurables, des leucémies, oui, voilà, des maladies de l'endométriose, ou alors la répétition de comportements, le fait de jamais avoir d'argent ou d'avoir de subir des viols, ça veut quand même dire que quelque part, on a une espèce de destinée qui nous amène de facto vers des prédispositions à vivre certaines choses, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, après, si on croit du coup aux réincarnations, bah, la personne qui aura résolu son problème n'aura pas forcément besoin de se réincarner avec les mêmes âmes ou les mêmes énergies, on va dire, autour des âmes, parce qu'elle aura résolu le problème. Elle ira se consacrer à une autre mission d'âme qui va être différente et elle ira un petit peu d'une manière différente ailleurs. Donc vraiment, ça permet aussi aux énergies de pouvoir se déplacer, de découvrir de nouvelles choses et ne pas rester du coup emprisonné, on va dire, par le même type d'énergie tout le temps, parce que le but quand même des âmes, c'est de tout le temps pouvoir évoluer. Donc le but, c'est d'évoluer. Et en fait, les énergies vont nous pousser absolument à pouvoir évoluer, que ce soit dans des situations positives ou dans des situations négatives. Et c'est vrai que ça peut se transmettre vraiment de plein de côtés différents. Hmm. Et alors du coup, toi, à travers tes consultations, bah, tu aides les personnes à dénouer des problématiques de toutes sortes différentes. Est-ce que tu as des exemples types de types de problématiques que tu rencontres et les types de solutions que tu as pu apporter? Oui, alors moi j'ai pas mal de choses en tête là qui me viennent du côté médical et santé, parce que du coup forcément, étant donné que moi je suis malade, forcément j'attire les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc ça c'est encore une histoire d'aimant aussi, mais bien évidemment j'ai plein d'autres types de problèmes qui peuvent se répéter, que ce soit amoureux, ça peut être aussi mental, émotionnel, psychique, etc. Ça peut venir de plein de niveaux, mais là les deux exemples que j'ai en tête sont vraiment médicaux parce que je trouve qu'ils sont vachement intéressants et que surtout ils viennent régulièrement dans la plupart de beaucoup de situations. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une consultation en urgence avec une femme qui avait des otites. Et en fait, ce qui se passe, alors d'ailleurs, ça n'était pas du tout prévu comme séance. J'avais pas prévu ça, mais j'ai fait une erreur en envoyant un message et donc je lui ai proposé un rendez-vous, alors que c'était pas du tout prévu. Donc là, pareil, hein, c'est encore une histoire certainement du destin qui me pousse en fait à avoir fait cette erreur. Et donc moi, je me dis, ok, s'il y a eu une erreur de fait, c'est bien qu'il y a une raison pour. Donc je vais essayer de voir ce qu'il en est. Et donc en fait, dans la séance, on a commencé à discuter. Elle m'a dit que donc elle avait des problèmes d'otite de manière générale, des otites très très fortes, au point où du coup ses tympans vont jusqu'à se percer et en fait, elle me raconte, donc là, j'avais immédiatement en tête qu'il y avait une histoire familiale. Donc là, je lui demande immédiatement si sa mère et sa grand-mère n'avaient pas la même chose, parce que pour moi, c'était du côté féminin. Et elle m'a dit oui, effectivement, ma mère a exactement le même problème et ma grand-mère, par exemple, s'est fait retirer les tympans. Elle a eu une opération des tympans et ils lui en ont mis des nouveaux. Et donc, forcément, donc du coup, on a une histoire familiale qui est très forte au niveau des tympans. Et là, en fait, l'idée, c'est pas de travailler de mon côté uniquement du côté énergétique et transgénérationnel. L'idée, c'est que cette personne-là qui vient me consulter, elle vient pour moi et moi, je suis là pour elle. Je suis pas là forcément pour sa mère, sa grand-mère, etc. Je suis là pour elle. Donc, même si effectivement, il y a un effet, un schéma de répétition, moi, je suis vraiment là pour l'aider, elle. Et donc, mon but, on a commencé à chercher, on a cherché sur tous les plans pourquoi, en fait, c'est ce qu'il y avait un problème donc de tympan. En fait, qu'est-ce que cela veut-il dire sur différents plans, c'est-à-dire sur le côté physique, à quoi ça sert d'avoir du coup des otites
D'un point de vue physique, généralement, c'est que, et surtout avec le tympan percé, c'est généralement parce qu'il y a des grandes difficultés à entendre quelque chose, et surtout qu'on n'a pas forcément envie d'entendre les choses qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, parce que le tympan, d'un point de vue anatomique, c'est tout simplement une membrane qui permet de filtrer l'information pour éviter tout simplement que le corps explose en recevant toutes les informations qui viennent donc de l'extérieur et de l'intérieur sans filtre. Donc ça, c'est le côté, par exemple, qui va être très physique. Je recherche beaucoup toujours les significations de ce que sont les mots physiques, à quoi ça correspond, parce que moi, du coup, j'ai des grandes connaissances médicales dues à mes problèmes de santé, donc je sais comment le corps fonctionne, et donc du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans mes analyses. Donc moi, je fais vraiment des analyses au tout départ, vraiment très terre à terre, parce que moi, c'est le plus important pour moi, et j'aime beaucoup commencer par ce qui est terre à terre. Et ensuite, on va s'occuper, par exemple, des émotions, ensuite du mental et ensuite de l'énergétique. Et en fait, les quatre ensemble, ces quatre plans-là, qui sont les quatre plans majeurs de l'être humain, c'est ceux qui nous permettent de pouvoir guérir une grande partie des problèmes, une grande partie des maux. Et donc, par exemple, au niveau émotionnel, qu'est-ce que cela veut-il dire finalement d'avoir des otites au point de vue mental, etc. Et donc, au final, on a réussi à trouver la solution. Alors là, ça fait qu'une semaine, mais je sais qu'il y a déjà des changements de son côté qui sont de manière vraiment exceptionnelle. Moi, je suis vraiment ravie, parce que de savoir qu'il y a des effets après une seule séance, c'est assez phénoménal. Généralement, avec moi, il n'y en a pas besoin de plus. Mais par contre, je suis un peu violente. Hein, je dis, enfin, violente dans le sens où je vais cash, je ne fais pas vraiment je ne suis pas transparente. Enfin, je ne suis pas. Si, je suis transparente justement. Je ne mets pas de limites et de barrières. Donc, je dis ce que je pense de manière honnête, mais par contre de manière très douce et bienveillante, parce que le but, c'est de pouvoir se dire les choses, de pouvoir en discuter. Si les personnes ne sont pas d'accord, elles me disent Audrey, je suis pas d'accord, et donc je dis ok, on va chercher un autre moyen de pouvoir y arriver, et on va chercher comme ça, on va creuser, et parfois il y aura des plans qui vont être beaucoup plus impliqués que d'autres. Pour cette personne-là, effectivement, il y avait le plan mental qui était beaucoup plus fort que les autres. Alors ils étaient tous impliqués dans le problème d'otite, mais en tout cas le mental était le plus présent. Et donc là, c'est par exemple un problème d'otite, mais j'ai régulièrement, en ce moment, ça fait vraiment beaucoup. Je sais pas ce qui se passe autour de l'endométriose, mais vraiment, on en parle énormément en ce moment, et j'en ai beaucoup en séance. Et donc, par exemple, l'endométriose, généralement, on va souvent venir révéler à plus de 90% des problèmes autour des violences et des viols et des agressions sexuelles. Ça, c'est quelque chose qui ressort très fort en séance, mais aussi comme je travaille avec des gynécologues, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à aider pas mal de personnes au niveau de l'endométriose, parce qu'on considère que ce n'est pas vraiment une maladie que l'on peut guérir. Ce sont en fait des sortes de plaques qui viennent boucher des zones du corps, hein, si je peux l'exprimer de manière très symbolique, au niveau principalement, normalement, de l'utérus ou du vagin, mais chez certaines personnes, ça va s'étendre de plus en plus. Parfois, ça va aller jusque dans les intestins, et ça va monter plus haut, donc c'est assez dangereux. Hein. C'est vraiment comme si je trouvais une symbolique, on dirait que c'est une sorte de mousse comme on trouve dans la forêt, ou des champignons qui vont venir boucher tout l'espace qui se trouve à l'intérieur du corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, j'ai commencé à avoir je suis en train de réfléchir. Ouais, voilà, j'ai commencé à avoir des clientes qui sont venues et qui m'ont demandé de l'aide sur ce sujet. Et puis, en fait, juste après mes séances, leur endométriose avait réduit, voire sur certaines, avait totalement disparu. Et du coup, en fait, j'ai une gynécologue un jour qui m'a appelée, qui m'a dit, bon, j'ai plusieurs patientes qui sont venues me voir, et leur endométriose est partie. Apparemment, c'est suite à une séance avec vous. Comment est-ce que vous avez fait? Je ne comprends pas ce que vous avez fait, et je ne comprends pas comment c'est possible qu'une endométriose qu'on voit au niveau des examens, que ce soit échographie, IRM, etc., puisse disparaître. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça. Alors moi, je lui dis, tout simplement, on fait un travail dessus. Et en fait, en discutant avec cette gynécologue, elle s'est rendue compte aussi que une grande partie de ses patientes, en fait, avaient des soucis autour de violences sexuelles. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps, il est tellement en grande souffrance. Alors, c'est pas le cas de toutes les endométrioses, mais en grande partie, la symbolique de l'endométriose, c'est que je viens boucher des trous pour éviter que quelqu'un y rentre. Et donc, en fait, voilà. Et donc, rien que le fait d'en parler, rien que le fait d'évoquer le fait que potentiellement, est-il possible qu'il y ait eu une agression qui t'ait traumatisé, qui t'ait fait du mal, et rien que le fait de pouvoir en parler, le pouvoir aussi en parler avec d'autres membres de la famille qui ont aussi de l'endométriose et qui savent pas comment le résoudre, eh bien, en fait, ça va libérer la parole, ça va ouvrir la conscience. Et moi, je considère que la conscience est la première des guérisons.
Et généralement, il suffit d'une prise de conscience. Bon, bien sûr, il y a des exercices à faire en même temps, hein, parce que moi, je travaille de plein de manières différentes avec aussi les neurosciences, par exemple, la synergologie, etc., pour ainsi permettre au cerveau et aussi, enfin, tout le cerveau, le corps, l'esprit, l'âme, etc., de pouvoir en fait guérir de traumatismes, parce que souvent les maladies sont donc du coup dues à des traumatismes, peu importe la manière dont viennent les traumatismes, qu'ils soient physiques dus à un choc, qu'ils soient émotionnels dus à un choc émotionnel, qu'ils soient mental à cause d'un problème de choc mental. Vraiment, on peut avoir tous les types de chocs. Et donc, en fait, le but après, moi, en séance, c'est de pouvoir réparer ce choc que la personne a vécu, ce traumatisme. Et une fois qu'on a résolu le traumatisme, en général, eh bien, du coup, le problème se répare. Ça dépend la gravité du problème et ça fait petit à petit ou alors, chez certaines personnes, de manière carrément immédiate. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, le problème revient. Ou par exemple, des personnes qui n'ont pas de règles et du jour au lendemain, juste après la séance, les règles reviennent. Comme ça, du jour au lendemain, sans crier gare, en fait, en venant d'un coup. Mais vraiment, ça peut être très surprenant. Mais c'est parce qu'en fait, je considère qu'il faut guérir vraiment toutes les parties de l'être pour pouvoir aller mieux. Quelqu'un qui est malade d'un cancer, elle aura beaucoup plus de difficultés à guérir si elle est uniquement accompagnée par des médecins et par le domaine médical, alors qu'une personne qui va être accompagnée sur le plan émotionnel pour pouvoir vivre pleinement ses émotions durant le cancer et durant le traitement du cancer, mais aussi de manière mentale, mais aussi de manière spirituelle ou alors au niveau de l'âme ou au côté astral, pour comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Et à partir du moment où on comprend ce qu'on est en train de vivre, eh bien on guérit beaucoup plus vite. Et j'ai eu aussi des personnes qui avaient le cancer et pareil, il y a eu des guérisons qui vont beaucoup plus vite que la plupart du temps. Et donc c'est généralement parce qu'en fait on considère qu'on vient guérir tout l'être tout entier et pas uniquement un corps. Et ça fait une grande différence. Ah mais c'est hyper intéressant et tu vois, je me dis, j'avais déjà entendu dire que les hôpitaux ont une liste des guérisseurs du coin pour les appeler en cas de grosses douleurs chez un patient inexplicable. Du coup, en quelque sorte, est-ce que ce que tu fais, ça revient un peu aux mêmes choses que les guérisseurs, les magnétiseurs, tout ça? Oui, alors bah moi du coup je suis guérisseuse aussi parce que du coup alors moi je suis médium dans le sens où je peux communiquer avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand, et grâce à cette capacité, j'ai aussi la capacité de pouvoir guérir avec l'énergie que je peux capter, parce que du coup je vais essayer de capter les nœuds énergétiques qui sont pour moi représentatifs de trauma, de choc ou alors d'énergie qui ne circule pas comme elle devrait circuler pour la personne en tout cas. Et donc du coup moi effectivement donc je guéris aussi avec les énergies. Et donc pareil, j'ai pas mal de guérisons qui sont assez spontanées et qui sont assez impressionnantes. J'ai travaillé aussi avec un service à un moment donné à l'hôpital qui était très étonné que en fait une de ses patientes, en fait un jour elle avait un gros problème au niveau du cœur mais aussi de tout le système ORL. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et en fait son pronostic vital commençait à être engagé. Elle avait vraiment des gros problèmes de santé très importants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, elle était branchée avec plein de moniteurs, etc., etc. Et un jour, elle m'écrit, elle me dit Audrey, je suis en urgence, je vais très mal, mon pronostic vital est engagé, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Alors moi, je lui ai dit oui, on peut essayer, mais bon, moi, je ne sais jamais hein, si ça va marcher ou pas, hein, mais j'ai mis toute l'intention pour. Et en fait, on a fait le soin ensemble. Et donc, en fait, ces petites machines qui se trouvaient à côté d'elle ont commencé à réagir différemment pendant le soin, ce qui était impressionnant. Et en fait, juste après le soin, il y a donc les médecins qui sont revenus dans la chambre pour vérifier tous les tous les comment ça s'appelle ça, tous les résultats. Et en fait, eh bien, il y avait tout simplement tous les examens qui avaient changé. Ils lui ont refait des prises de sang, ils lui ont refait des examens, ils lui ont refait des scanners, des IRM, etc., etc. Et effectivement, il y avait une partie de son problème qui s'était résolue. Comme ça, en un après-midi, il ne savait pas comment ça s'était passé. Et du coup, j'ai travaillé un petit peu avec ce service parce que du coup, cette personne en a parlé avec les personnes du service. Et donc, effectivement, on a pu remarquer qu'il y avait vraiment des effets qui pouvaient se produire de manière énergétique. Et donc, s'il y a besoin, bah, moi, je suis présente lorsqu'ils ont besoin. Mais c'est quand même très, très difficile d'être accepté par un hôpital quand même. C'est très, très rare. Et, mais par contre, il y a beaucoup aussi de coupeurs de feu qui sont en lien avec des hôpitaux, par exemple, justement pour les traitements, par exemple, de chimiothérapie, qui font énormément de violence à l'intérieur
l'intérieur du corps, qui brûlent l'intérieur du corps. On parle vraiment de véritable inflammation. Et étant donné que ce sont des inflammations et donc du coup que le corps est en feu, eh bien le fait de pouvoir contacter un guérisseur ou quelqu'un qui va justement enlever le feu, guérir le feu, eh bien du coup va permettre de pouvoir réduire l'inflammation du corps pour que la chimiothérapie par exemple soit beaucoup plus tolérée. Ou par exemple moi dans mon cas où j'ai une maladie très inflammatoire, je me réduis aussi mes inflammations aussi moi-même parce qu'avant j'en avais des terribles et grâce aux soins que je me prodigue, eh ben j'en ai vraiment beaucoup moins. Donc ça aide vraiment beaucoup et c'est le même système, tout à fait. D'accord. Ouais, parce que tu vois, moi, je viens du sud de la France Ouais. et c'est vrai que dans la campagne, on va dire que tout le monde connaît quelqu'un qui peut couper le feu, qui peut faire des guérisons, etc. Je crois que c'était mon père qui avait eu une espèce de bouton sur la joue qui était apparu et qui avait commencé à réagir et personne ne savait ce que c'était. Il est allé voir le médecin, il savait pas, il avait mis des crèmes, ça marchait pas. Et quelqu'un lui avait recommandé d'aller voir une guérisseuse. Il l'avait appelée. Et en fait, à distance, je sais pas, elle s'était concentrée sur lui. Elle avait dit c'est bon, le problème va se régler. Et en quelques jours, ça avait disparu. Tu vois. Enfin, Ah, c'est génial. inexplicable, inexplicable. Enfin, Mais c'est fou. Mais même moi, ça me surprend. Même moi, je ne sais pas toujours. Enfin, je trouve ça impressionnant de pouvoir guérir des choses comme ça de cette manière. Même moi, ça me surprend. Alors quand on me dit c'est bon, c'est guéri, alors moi, je suis autant choquée, voire peut-être plus choquée que la personne à qui j'ai fait le soin, parce que je me dis mais comment c'est possible? Mais effectivement, ouais, ça se produit. Et en fait, moi, je ne saurais pas forcément l'expliquer. Enfin, pour moi, j'ai une explication qui est très claire. C'est toujours une histoire de paillettes. Hein, pour moi, une histoire aussi de nœuds et de fils, parce que j'ai beaucoup fait de couture quand j'étais jeune et je voulais travailler dans la mode, etc. Donc moi j'ai un imaginaire qui est autour par exemple des fils et qu'il faut dénouer des fils par exemple. Donc moi c'est comme ça que j'interpréterai la chose, mais à part ça, il est très difficile de pouvoir l'expliquer en effet. Hein. bah oui. Et je reviens sur, je rebondis à nouveau, je repense aux défunts. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des défunts méchants? Enfin, par exemple, tu vois quelqu'un, je sais pas, une personne qui a été un meurtrier dans sa vie, on peut se poser la question, est-ce que c'était ça sa mission d'âme, de tuer des gens? Bon, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, est-ce que tu peux tomber sur des âmes nocives? Alors, en fait, c'est très, très compliqué parce que, alors déjà pour revenir sur les personnes qui ont été des meurtriers et cetera, pour moi, c'est tout à fait des missions d'âme, hein. C'était prévu. Il y avait quelque chose à vivre de ce côté-là, généralement parce qu'il y a un karma à guérir, parce que ces personnes-là n'ont pas forcément, bien fait, enfin, on va dire, fait les choses les plus utiles et justes dans leur vie, ce qui du coup vient se remettre du coup dans leur karma. S'ils ont fait beaucoup de mal, et bien du coup, ça va du coup se répercuter de cette manière-là. Et en fait, ils vont être, on va dire, en quelque sorte, non pas punis, mais en fait, ils vont vivre ce qu'ils ont fait vivre aux autres pour ensuite pouvoir réparer le problème. Hein. C'est toujours cette histoire-là, c'est un cercle, pas vicieux, hein, mais au final, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'univers te fait comprendre ce que tu dois comprendre de n'importe quelle manière. Et si pour te faire comprendre que la méchanceté, par exemple, n'a aucun intérêt, par exemple, dans certaines situations, eh bien, ils vont te faire vivre une situation qui va être encore plus terrible pour te faire comprendre en fait que c'est pas forcément le chemin dans lequel il faut aller. Donc de ce côté-là, oui, moi je considère que par exemple les personnes méchantes, les personnes agressives, par exemple les personnes qui violent aussi, comme moi je suis concernée, je considère qu'effectivement leur âme avait comme mission de vie de pouvoir faire ça, et donc du coup elles ont vécu ça. Donc ça c'est d'un côté. Par contre, à partir du moment où les âmes elles retournent dans l'univers, je considère que l'énergie elle est pratiquement, elle retourne neutre parce qu'en fait elle peut pas être que positive ou que négative. En fait elle est un mélange des deux pour trouver son équilibre. Et donc, en fait, moi, je ne rencontre pas d'âme dite méchante parce qu'en fait, une âme, elle peut pas être méchante. Une âme, c'est une énergie. C'est comme si on me disait qu'en fait, l'énergie qui se trouve dans mon téléphone est méchante. Je ne peux pas entrer en contact avec la batterie de mon téléphone et me dire, oh là là, batterie du téléphone, t'es méchant, toi. Ben non, en fait, c'est une énergie. Elle est neutre, elle est totalement neutre. Par contre, s'il y a des gens qui disent, oui, j'ai rencontré un défunt méchant, généralement, ce ne sont donc pas des défunts qui sont méchants. Il n'y a pas de défunts gentils ou de défunts méchants. Il y a juste des défunts. Il y a juste des énergies comme ça dans l'univers. Par contre, si on peut ressentir des choses qui vont être dites négatives, ça va être ce qu'on appelle du coup des entités négatives. Donc des entités, alors une entité, ça veut juste dire une chose. Hein. Entité, c'est une chose, mais du coup, en fait, les entités, en fait, c'est généralement des choses qui vont être provoquées
soit par l'univers qui a besoin de nous rediriger dans une certaine direction, donc pour nous permettre justement d'aller dans une direction qui nous est beaucoup plus favorable et qui va nous permettre d'avancer dans notre chemin de vie et notre chemin d'âme. Donc ça, c'est quand même assez important. Et d'une autre part, il peut y aussi avoir des entités négatives que les êtres humains vont créer eux-mêmes. Et donc ça existe tout à fait, comme par exemple les personnes qui pensent constamment négativement, ou qui pensent par exemple que la mort va leur tomber dessus, ou alors qui pensent constamment qu'il y a le diable pas loin et qu'un jour il va leur tomber dessus. Eh bien en fait, ce sont leurs pensées et leur énergie, donc leur aimant. Ils ont créé un aimant à l'intérieur d'eux qui dit, bon, un jour il y a le diable qui va me tomber dessus. Et donc en fait, ils vont créer une énergie qui va être diabolique. Et en fait, c'est ce qu'on appellera une entité dite négative. Mais ça, c'est vraiment pas pareil que les défunts. Moi, je considère que vraiment les défunts, faut bien considérer qu'ils ne sont ni positifs ni négatifs. S'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs, c'est que ce ne sont pas des âmes, c'est que ce sont des énergies et des entités qui ont été construites soit par des êtres, généralement par des êtres humains, ou alors par l'univers qui essaye de nous recentrer. Mais d'ailleurs, l'univers, c'est nous aussi les êtres humains. Donc en fait, si l'univers a créé cette énergie, c'est certainement que ton voisin a créé cette énergie pour te permettre, toi, de pouvoir la récupérer parce que tu avais besoin de la récupérer. Donc encore une fois, ce sont vraiment nous tous qui agissons avec notre propres énergies sur le moyen de pouvoir permettre à chacun de pouvoir se rediriger dans ce monde. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair, mais du coup, finalement, tu sais, on voit souvent dans les livres de développement personnel qu'il faut penser positif parce que ça attire le positif. Finalement, c'est pas totalement faux parce que ça veut dire que nos pensées conditionnent quand même beaucoup ce qui nous arrive. Ah, c'est pas que c'est pas totalement faux, c'est que c'est totalement juste. C'est en fait, il faut exactement prendre comme des atomes. Ça, c'est drôle, j'en ai parlé mercredi aussi. Par exemple, tout ce qui existe sur Terre, ce sont tout simplement des atomes qui se mélangent du coup leurs énergies. Et en fait, on sait très bien que par exemple, deux atomes d'hydrogène, donc ils vont être, je sais plus si l'hydrogène est positif ou négatif, mais je crois qu'il est négatif. Eh bien, s'il y en a deux, eh bien, il va forcément y avoir deux positifs de l'autre côté. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on perd un positif, par exemple, on va venir le chercher ailleurs. On ne peut pas rester dans un déséquilibre, sinon en fait les atomes tombent et en fait on meurt. Donc en fait le but c'est que effectivement lorsqu'on donne une énergie à quelqu'un, si on donne du positif à quelqu'un, forcément pour pouvoir rester en vie, on va forcément devoir récupérer du positif ailleurs. Et donc pareil pour les négatifs, si on envoie du négatif quelque part, ça nous fait un vide de négatif et du coup on va devoir combler et remplir. Donc du coup on va aller le chercher ailleurs. C'est hyper intéressant. Ouais, donc finalement, il vaut mieux penser positif et vraiment rester dans une dynamique optimiste parce que du coup, ça attire, on va dire, les choses bonnes, on va dire, quelque part. Exactement. Et en même temps, on peut pas forcément tout le temps rester dans une dynamique dite positive. Parfois, on a aussi besoin, pour pouvoir se recentrer, se recalibrer et surtout aller dans une direction qui nous corresponde mieux, de créer des choses négatives aussi. Donc, en fait, il faut vraiment pouvoir créer des deux. Mais en fait, on va choisir de les vivre plus ou moins longtemps. C'est-à-dire que c'est important aussi de vivre du négatif de temps en temps, mais c'est à nous de décider si on veut qu'il dure longtemps ou pas. Mais c'est très important de vivre des échanges négatifs et de vivre des échanges positifs. Après, effectivement, si on veut vivre plus de positif dans sa vie que de négatif, eh bien du coup, dans ces cas-là, on va essayer de faire durer le positif le plus longtemps possible. Donc oui, mais c'est très important de vivre les deux. Pour moi, je considère que le positif et le négatif sont importants. Et alors, outre la médiumnité, ce qui est déjà quand même beaucoup, tu t'es spécialisée dans la communication non verbale et la synergologie, que je ne connaissais absolument pas avant de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, comment tu t'es formée et dans quel but tu l'utilises? C'est sur ces mots que s'achève la deuxième partie de l'épisode avec Audrey. J'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à rester connecté car il y aura une troisième et dernière partie de cet épisode la semaine prochaine où nous allons aborder plus en profondeur la communication non verbale, c'est-à-dire plus précisément la synergologie, et que nous parlerons encore de la réincarnation, de la communication avec l'invisible. Et restez connectés parce qu'il y aura une petite surprise à la fin de l'épisode qui devrait quand même vous surprendre. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages, un peu et parlez fort, beaucoup.